Imaginez un homme qui a grandi dans la violence et qui écrivait des lettres à Dieu pour s'en sortir. Un homme qui a dormi dans sa voiture, rejeté par tout le monde. Mais un homme qui possède désormais le plus grand studio d'Hollywood et une fortune estimée à près d'1 milliard de dollars. Comment un enfant rejeté, originaire de la Nouvelle-Orléans, est devenu un véritable titan d'Hollywood? Quel est le secret derrière l'incroyable ascension fulgurante de Tyler Perry? Certains parlent d'un coup de génie, d'autres d'un mystère quasi surnaturel. Mais la vérité, vous allez le voir, elle est beaucoup plus profonde. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler la face cachée de Tyler Perry. Son enfance brisée, ses choix radicaux, ses échecs, mais surtout la stratégie psychologique qui lui a permis de bâtir un empire là où tout le monde voyait un échec annoncé. Alors prends un café, installe-toi bien dans ton canapé, parce que tu t'apprêtes à découvrir l'histoire d'un homme qui a transformé ses cicatrices en dollars et son silence comme une voix entendue dans le monde entier. Je te présente le mystère Tyler Perry. Tyler Perry naît le 13 septembre 1969 à la Nouvelle-Orléans. Son père, Emile Perry Sr., est charpentier, un homme brutal qui lui répète souvent « Tu n'arriveras jamais à rien ». Sa mère, Willie Maxine Marie, travaille dans une école maternelle. Elle l'emmène chaque dimanche à l'église. Il découvre alors le gospel et la force de la communauté noire. Tyler raconte qu'il écrivait des lettres à lui-même, qu'il appelait « Dear God » pour essayer de survivre mentalement à cette violence. À 16 ans, il change officiellement son prénom de Emile Jr. à Tyler pour symboliser une coupure définitive avec son père. À l'école, il se faisait souvent renvoyer des cours parce que son père venait le battre et Tyler prenait peur. Il s'enfermait alors dans les toilettes de l'établissement pour ne plus jamais en ressortir jusqu'à ce que son père le découvre. Mais c'est aussi à cette époque qu'il va commencer à écrire des petits sketchs pour l'église et c'est là où il va se découvrir un véritable talent d'auteur. Il développe sa capacité à transformer la douleur en création et commence à percevoir la scène comme un sanctuaire protecteur. En 1991, à 22 ans, Tyler découvre un épisode de l'émission de Oprah Winfrey Show en parlant de la thérapie par l'écriture. Pour Tyler, c'est un déclic. Il investit toutes ses économies, 12 000 $ qu'il avait économisés en travaillant dans les centres d'appel et comme serveur à l'époque, pour financer sa première pièce, I Know I've Been Changed. Il raconte que pour la première représentation, il avait appelé tous ses proches, toutes ses connaissances, tous ses amis et qu'il y avait seulement 30 personnes et que si ces gens-là n'étaient pas venus à l'époque, la salle aurait été complètement vide. Ça me rappelle un peu nos soirées quiz, tout ça. En 1992, avec sa première tentative d'I Know I've Been Changed, c'est un échec financier complet. Tyler va tout perdre. Entre 1992 et 1998, il vit dans sa voiture, une Ford Tempo bleue. Il dort parfois dedans ou dans des motels bon marché. C'est à cette époque qu'il accepte de faire de petits jobs manuels pour l'aider à survivre. Il voit cet échec comme un test. Il persiste à monter la pièce encore et encore, réécrivant le scénario chaque année afin de le peaufiner. À cette époque, les producteurs blancs d'Hollywood et des États-Unis ne veulent pas financer une pièce ou un show fait par une personne afro-américaine. Et c'est là que Tyler Perry va se rendre compte que c'est un mur contre lui, mais c'est aussi sa plus belle opportunité de briller. Il comprend alors qu'il va pouvoir court-circuiter le système. En 1998, après 6 années de galère, il relance sa pièce I Know I've Been Changed à Atlanta, au House of Blues. Cette fois, le public afro-américain est au rendez-vous. La pièce devient un succès local inattendu. Pour l'anecdote, à l'époque, il vendait parfois les billets dans les parkings d'église ou directement après la messe, expliquant lui-même l'histoire pièce par pièce aux fidèles. En 1998, il produit I Know I've Been Changed et ça cartonne et cela réussit à financer ses tournées. Entre 1999 et 2000, il enchaîne I Can't Do Bad All By Myself et c'est l'apparition de Madea pour la première fois. Puis Diary of a Mad Black Woman en 2001. À cette époque, Tyler refuse de signer avec un agent ou une majeure. Lui, ce qu'il veut, c'est garder le contrôle de tout, de ses biens, de ses scripts, de la vision qu'il a
pour toutes ses pièces et les films du futur qu'il va créer. Et sans le savoir, ça a été la meilleure décision de sa carrière. Il se construit donc une sécurité mentale à travers le contrôle total. Production, distribution, casting, il évite d'être vulnérable au rejet institutionnel, trop souvent imposé par les Blancs envers les Afro-Américains. Suite à ça, le public noir du Sud trouve enfin des histoires proches de leur quotidien. À la télé, souvent, les héros, à l'époque, sont blancs, viennent de classe moyenne ou sont riches. Perry devient alors un héros local quasi mythologique. En 2000, Tyler Perry crée Madea sur scène dans I Can't Do Bad All By Myself, une grand-mère ultra franche, inspirée au final de sa propre mère et de sa tante. Pour l'anecdote, Perry raconte que quand il écrivait ce personnage de Madea, il entendait dans sa tête sa mère et sa tante lui crier dessus. En 2005, c'est l'adaptation du film The Diary of a Mad Black Woman. Damn thing working on my nerve. You know, I was watching the animal Flannel Channel. Un énorme succès puisqu'il s'agit de 50 millions de recettes pour seulement 5 millions de budget. En 2006, on a Madea's Family Reunion avec 65 millions au box-office. En 2008, Meet the Browns, puis Madea Goes to the Jail en 2009 avec 90 millions de dollars. Madea, c'est plus qu'une simple histoire, ça devient une thérapie publique. Perry y injecte ses frustrations, sa colère, mais aussi tout son espoir. Il se cache derrière ce personnage pour dire des vérités qu'il n'ose pas dire directement. Madea incarne la matriarche noire américaine, autoritaire mais aimante. Elle attire un public multigénérationnel, ce qui devient le cœur économique de son empire. En 2015, Perry rachète une ancienne base militaire confédérée à Atlanta, Fort McPherson, pour y installer son Tyler Perry Studios. Le prix d'achat, vous allez me dire, 30 millions de dollars pour 134 hectares. Il investit ensuite environ 250 millions de dollars pour transformer le site. L'anecdote, lors de la visite, il déclare « J'avais l'impression d'entrer dans la maison que Dieu me gardait depuis toujours. » Il insiste pour y construire une réplique complète de la Maison Blanche, un aéroport, un ghetto fictif, des quartiers entiers, pour que chaque tournage soit totalement autonome. En 2018, il réalise là-bas le tournage de Black Panthers. Il y réalise également quelques séries comme The Walking Dead, Coming to America, des films de Netflix et d'Amazon. Perry produit aussi ses propres séries The Haves and the Have-Nots, If Loving You If I Wrong ou bien encore Sisters. Ce sanctuaire, comme il l'appelle, on peut un peu le voir comme son paradis à lui. Tout ce qu'il a entrepris, tous les échecs qu'il a eus dans sa vie, il peut enfin se sentir en sécurité à travers ce lieu. Et c'est la première fois que dans l'industrie cinématographique aux États-Unis, un Afro-Américain peut se confronter à l'industrie hollywoodienne en étant seul et en venant de rien. Puisque je sais, vous adorez, comme moi, qu'on parle d'argent, la fortune de Perry, on en parle tout de suite. En 2020, Forbes le déclare milliardaire, une fortune estimée à 1 milliard de dollars. Il détient 100% des droits sur ses créations, ce qui le rend unique dans l'histoire du cinéma américain. L'anecdote, il refuse depuis toujours d'entrer dans l'Academy Awards, expliquant qu'il préfère parler directement à son public plutôt que d'être validé par des statuettes. Quelques chiffres. Tyler Perry, c'est 22 films, plus de 1 milliard de recettes cumulées, 1200 épisodes de série, 300 millions de cash et d'investissement direct. La fortune n'est pas un but en soi, mais une preuve d'indépendance totale. Il renverse le schéma du pauvre noir qui doit quémander et prouve qu'il peut imposer ses propres règles. Il redonne de la dignité économique à une communauté longtemps exploitée dans le divertissement. Bon alors, que reste-t-il de Tyler Perry une fois qu'on enlève le succès, les plateaux de tournage, les films, les séries? Quand on gratte sous les rires, sous les apparences de ces personnages parfois rigolos, on a surtout quelqu'un qui a su faire de ses faiblesses ses plus grandes forces et qui a su bâtir un empire, tout ça dans le silence. Tyler Perry n'est pas un réalisateur ou juste un entrepreneur. Beaucoup de gens se demandent mais comment a-t-il fait? La vraie question, c'est peut-être pourquoi l'a-t-il fait? Et la réponse n'est pas forcément dans les chiffres, elle est dans ce qu'il a accompli. Il a compris une chose, la liberté, ce n'est pas seulement de pouvoir créer, c'est surtout de posséder ce que l'on a créé. Ne plus demander la permission d'exister
aux yeux d'Hollywood. Dans un monde où tant d'artistes cherchent l'approbation de l'académie ou de leur père, Tyler Perry, lui, a construit une table assez grande pour désormais inviter tous ceux qui auparavant étaient rejetés de cette industrie. Et peut-être que ce mystère, au final, est peut-être un miroir tendu vers nous. Parce qu'on a tous une part de Tyler Perry qui sommeille en nous. Une part qui souffre, une part qui doute, mais une part qui cherche à posséder quelque chose, même infime, qui pourrait nous faire sentir vraiment libres. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'être resté jusqu'ici pour avoir tout regardé. Franchement, ça m'a fait super plaisir de parler de Tyler Perry. Pense à mettre un like, abonne-toi. Et surtout, si la vidéo fonctionne, eh ben, ça me permettra de faire un deuxième épisode sur une deuxième personnalité. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire qui tu voudrais que je fasse pour le deuxième épisode. Allez, prends soin de toi et surtout, n'oublie pas d'aller au cinéma. What I would say to my teenage self is simply, you're going to be okay, kid. Everything you're feeling inside of you that's saying you're going to be okay, that's right. That's God. That's truth. Trust that. You're going to be okay.